Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler sur la compréhension écrite. Et, notre groupe est composé de Angie Ortiz, moi, Angie Botón, Francis Parada, Daniela Peña et Jorge Jiménez. La compréhension écrite, la table de matière. Premièrement, nous allons parler sur la compréhension écrite en général. Après, les principes d'enseignement, les principes d'apprentissage, les étapes pour enseigner, le type d'exercice et activités pour enseigner, le rôle de l'enseignant et de l'apprenant, page et ressources en ligne, l'activité d'application et finalement les références. Et en quoi consiste la compréhension écrite donc? La compréhension écrite est une composante complexe où on doit utiliser plusieurs stratégies qui comprennent le problem solving, soit conscient soit inconscient, pour composer les sons qui est pareil avec l'intention de l'auteur. Affirmer que la compréhension des documents écrits est liée à la lecture. Et lire en langue maternelle vient à pratiquer pour son plaisir ou son travail de technique de lecture, et apprise le plus souvent à l'école. En fait, la lecture vise plusieurs compétences. La compétence de base qui vise à saisir l'information explicite de l'écrit. Et la compétence intermédiaire qui vise à reconstituer l'organisation explicite du document. Et finalement, la compétence approfondie qui vise à découvrir l'implicité d'un document écrit. Les principes d'enseignement. Donc, la révision quotidienne. Premièrement. La révision quotidienne est une composante importante de l'enseignement efficace. Elle permet de renforcer les connexions entre les différents contenus abordés. Ainsi, le rappel automatique de cette information chez l'élève libère sa mémoire à court terme lors des activités faisant appel à la résolution de problèmes et à la créativité, par exemple. Deuxième, présenter la nouvelle matière par petites étapes. Notre mémoire de travail est limitée et elle ne retient que quelques informations à la fois. Il faut donc éviter de la surcharger et c'est en présentant la nouvelle matière de façon fractionnée et en assurant de la maîtrise de cette matière avant d'ajouter des informations. Troisième, poser des questions. Les enseignants les plus efficaces présentent plus de la moitié du temps en classe à expliquer, à faire des démonstrations et à poser des questions aux élèves. Offrir des modèles. Les élèves ont de soutien cognitif pour les aider à apprendre un nouvel contenu. Pour offrir un tel soutien, l'enseignant peut faire de modélage en donnant un exemple tout en réfléchissant à l'autre fois. La pratique guidée. Et à la suite d'un enseignement, les enseignants moins efficaces demandent au groupe la pratique guidée. Et les élèves ont besoin de temps pour récapituler, élaborer et synthétiser la nouvelle matière afin qu'elle puisse être transférée dans leur mémoire à long terme. Les enseignants efficaces consacrent plus de temps à la pratique guidée. Vérifier la compréhension des élèves. Donc, à la suite d'un enseignement, les enseignants moins efficaces demandent au groupe des élèves s'ils ont des questions et tiennent pour acquis qu'ils comprennent s'ils n'ont pas.
Les enseignants les plus efficaces vérifient qu'un AE et la compréhension individuelle de chaque élève après chacune des étapes d'enseignement. Et ils poursuivent la pratique guidée au besoin. Et viser un taux de réussite élève. Et pour qu'un apprentissage soit optimal, le taux de réussite des élèves dans la réalisation des tâches liées à cet apprentissage devrait être autour de 80%. Ainsi, les élèves apprennent tout et en étant exposés à des défis simultanés mais réalistes. Fournir un étagage pour les contenus plus complexes. L'étagage est un soutien temporaire à l'apprentissage. Il peut consister pour l'enseignant à faire du modélage avec une démonstration en réfléchissant à haute voix. La pratique autonome. Les moments de pratique autonome permettent de consolider les apprentissages et de les automatiser pour libérer les mémoires du travail. Et finalement, des révisions chaque semaine et chaque mois. Donc, faire effort de récupérer en mémoire une information récemment apprise permet le stockage de cette information en mémoire à long terme. Plus on entraîne souvent à réactiver cette information, plus les connexions entre ceci et les prochaines notions se feront facilement. Ces langues. Pour parler mieux de ça, je vous propose, il est proposé quatre principes. Premièrement, le premier principe, que c'est l'acquisition de la langue et le développement de la personne sont indissociables. Alors, qu'est-ce que dit ça? Que ces deux parties, les deux dépendent des expériences de vie de la personne et de cet environnement et de ses connaissances de la langue. Alors, l'acquisition et le développement de la personne sont indissociables. Deuxième, la langue est un outil de communication ou la langue est un moyen de communication. Ici, la personne utilise la langue pour recevoir et transmettre des messages à l'oral et à l'écrit, c'est-à-dire pour répondre à ses besoins divers d'informations, d'imaginaire, d'esthétique. Par ailleurs, un communicateur ou une communicatrice efficace met à l'œuvre à façon spontanée les moyens linguistiques appropriés à la situation de communication. Le troisième principe, c'est la langue est un outil de pensée et d'apprentissage. Ici, la langue permet à la personne de nommer, explorer, de verbaliser, de préciser et d'organiser et de conceptualiser les différents aspects de la réalité. Bref, de la pensée et l'utilisation de la langue donnée à la personne occasion de tester et d'une part sa compréhension du monde qui l'entoure et d'autre part le fonctionnement de la langue elle-même.
c'est par ces processus dynamiques qu'elle peut changer sa perception, l'ajuster, la raffiner, l'élargir, bref, l'apprendre. C'est à travers de tous ces processus que la langue fonctionne. Quatrièmement, le principe de la langue est un outil de croissance personnelle et sociale. Ici, c'est dans l'interaction que la personne se découvre et se situe par rapport aux autres. Et la langue permet à la personne de s'inscrire dans la réalité sociale, de lui donner sens et de s'approprier des valeurs culturelles qui s'y rattachent. C'est par la langue que la personne s'affirme et en tant que personne qu'elle extériorise la réalité qui habite à l'intériorisme, celle qui l'entoure. Par exemple, il faut situer la personne en petit dans l'école avec ses collègues et sa professeure. Bon, le vocabulaire de la famille est déjà arrivé et pour ces raisons, ces petits mots ou ces vocabulaires que les petits a se met en pratique avec des leçons et l'interaction qu'il a avec ses collègues. Bon, nous avons ici les étapes pour la compréhension écrite. Nous avons 3 moments très importants. Ils sont avant la lecture. Il s'agit d'une approche externe, l'image du texte. Dans cette partie, nous devons lire attentivement le texte dans sa totalité, sans vous arrêter sur mots inconnus. Ces premières lectures doivent vous permettre de dégager le thème principal du texte, identifier la nature, la source, l'auteur, la date du texte. Aussi, il permettrait de répondre aux 6 questions qui sont qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Le deuxième moment, c'est pendant la lecture, qui est pratiquer la lecture silencieuse et l'organisation du lexique. Nous devons lire l'exercice afin d'orienter votre seconde lecture du texte. Il peut être utile pour prêter attention au sujet d'expression écrit afin de définir les portées générales du texte. Nous devons lire une deuxième fois le texte de façon plus active pour pouvoir reconnaître la ponctuation, les mots de liaison qui vous permettront de déterminer la structure du texte. Dans cette partie, nous pouvons reconnaître les mots-clés qui vous permettraient d'une part de dégager les idées directrices du texte. Et le troisième moment, c'est après la lecture. C'est un moment de synthèse et résumé. Et dans cette partie, nous pouvons répondre à différentes questions et faire différentes activités. Et nous pouvons faire un résumé avec notre propre mot de ce que nous avons entendu de la lecture. Et nous pouvons faire des commentaires et nous pouvons aussi vérifier les réponses qu'on a déjà répondues. Les activités pour la compréhension écrite. Nous avons fait un résumé, compléter un paragraphe, reformuler des paragraphes, une invitation, une carte postale, un email, activité de vrai ou faux avec questions ouvertes, exercices à choix multiples et bande dessinée.
Et compléter un paragraphe, c'est-à-dire changer et compléter le paragraphe avec le vocabulaire et verbes. Et reformuler le paragraphe, c'est changer l'idée du texte. Une invitation, c'est confirmer ou refuser une invitation à manger, par exemple. Et les activités de vrai font avec questions ouvertes et exercices à choix multiples. Et ce type d'activités sont un peu plus d'analyse et pensées pour donner une bonne réponse. La carte postale, c'est par exemple l'histoire de quelqu'un ami qui raconte comment a été les vacances à la France. Et le bande dessinée permet créer une histoire ou changer le contenu du bande dessinée. Et c'est comme reformuler les bandes dessinées. Maintenant, je vais vous parler sur le rôle de l'enseignant dans la compréhension écrite. Donc, ici, on parle sur certaines caractéristiques qu'il doit avoir l'enseignant quand il travaille les activités de la compréhension écrite. Donc, on a premièrement vers des activités qui permettent le développement des stratégies d'apprentissage. Donc, ici, on parle d'un enseignant qui valorise, qui promeut les capacités des élèves en termes de compréhension d'un texte écrit. Donc, ici, l'enseignant s'adapte aux besoins de ses élèves pour potentialiser les compétences. Donc, car l'enseignant peut rencontrer un élève qui n'est pas la même vitesse que les autres élèves pour comprendre bien tous les textes. Donc c'est là c'est ici où l'enseignant doit chercher des stratégies et l'enseignant doit se demander qu'est-ce que je dois faire pour que mes élèves comprennent correctement les tests, pour que mes élèves comprennent bien tous les éléments du test, ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Donc, c'est ça. Et on a deuxième incité les apprenants à travailler en petits groupes et à confronter les réponses. Donc, je crois que c'est très intéressant, c'est très important ces rôles parce qu'ici, on peut donner aux apprenants, les mêmes tests à tous les apprenants les mêmes tests, mais on sait qu'on ne va pouvoir les mêmes opinions sur les mêmes tests. Donc, les étudiants nous donnent, les étudiants partagent ces différentes perspectives sur les tests. Et on peut ici, les apprenants vont confronter les réponses et les apprenants vont dire ce qui m'a attrapé de ce test, c'est ça, ce qui m'a et ce qui a attrapé mon attention, c'est ça. Et on peut aussi dans ces parties, les étudiants vont partager ses opinions. Donc, par exemple, un apprenant peut dire, oui, je suis d'accord avec la réponse de Saoul parce que non, je suis pas d'accord, je pense que c'est mieux. On peut, on, on peut ici créer une certaine interaction dans la classe. Et comme troisième, on permettra à l'apprenant de donner son opinion. Et je crois que ce rôle, c'est très important parce que ici, on donne une place importante à l'élève dans la classe. Et parce que dans ces parties, l'apprenant, c'est l'acteur principal et il faut tenir compte de ça. Et l'élève va dire, l'enseignant me prend en compte et il valorise mon opinion. Et l'apprenant va créer une certaine fierté sur la place qui donne l'enseignant aux apprenants. Et finalement, on a adapté les questions au niveau des apprenants. Donc, je crois que c'est très important aussi ces rôles parce que l'apprenant, parce qu'on ne peut pas donner aux apprenants un apprenant qui est dans le niveau A1, un test qui est dans le niveau V2. Pourquoi? Parce que l'apprenant
quand il a pris les tests, il va complètement se perdre parce qu'il ne comprend pas rien, parce il ne connaît pas beaucoup de mots qui est dans les tests. Donc, ici, mais on peut créer un certain, même l'apprenant peut se sentir frustré parce il ne comprend pas rien sur les tests. Donc, c'est nécessaire d'adapter les questions au niveau des apprenants. On ne peut pas donner un apprenant qui est dans le niveau A1, un test qui est dans le niveau B2 parce que on doit aller peu à peu. Bon, dans cette partie, on va parler du rôle de l'apprenant dans la compréhension écrite. Bon, dans un premier lieu, il est important que l'étudiant soit ouvert pour recevoir toute l'information donnée par l'enseignant. Il peut de la même manière lire pour mieux comprendre le message et il sera capable de repérer les caractéristiques de la langue qui vont améliorer ses capacités. Au moment de faire la lecture, l'étudiant sera capable de trouver les possibles réponses car il a déjà lu attentivement aux questions. De la même manière, il peut interagir avec d'autres étudiants pour confirmer des hypothèses ou même les réponses. De cette manière, l'interaction avec d'autres et avec les profs est importante surtout au moment du retour d'informations sur l'exercice de lecture car il est essentiel pour résoudre doutes et apprendre de nouveaux vocabulaires et phrases qui seront utilisés pour l'étudiant en d'autres possibles situations réelles. À la fin de cet exercice, l'étudiant sera capable d'utiliser ce qu'il a appris dans un contexte réel. Aussi, l'étudiant doit émettre des hypothèses sur le texte, tenant compte les sujets traités. L'étudiant accepte aussi de ne pas tout comprendre. Il peut demander la signification de quelques mots et de la même manière, il peut s'aider de ses propres connaissances préalables sur le sujet et des ressources documentaires telles que des illustrations, la source du texte, l'auteur et d'autres éléments liés au texte. Pour participer et pour donner des opinions, pour faire des hypothèses sur ce qu'on va lire. L'étudiant peut utiliser les contextes et les mots qu'il connaît déjà pour mieux comprendre le texte. Il peut repérer les mots qui aident à comprendre l'organisation du texte. Par exemple, pour comprendre l'ordre des événements ou comment se déroule une action dans le texte ou les actions qui sont décrites et présentes dans la situation du texte. Aussi, l'étudiant sera capable de reformuler le texte avec ses propres mots. Il sera capable d'avoir une approche globale du texte et sera capable de réinvestir dans un contexte signifiant les vocabulaires et des expressions rencontrées lors de la lecture. Finalement, l'étudiant peut adopter une attitude de réflexion et de critique vis-à-vis de la lecture au moment de répondre aux questions. C'est-à-dire qu'il sera capable de donner son propre point de vue à partir de la lecture et à partir de l'information qui se trouve dans le texte. Aussi, il sera capable, s'il est pour ou contre, du sujet de la situation traitée dans la lecture.
Et pour continuer, je vous propose ici des pages et des ressources en ligne. Et premièrement, les points du flux. Les points du flux, c'est un site web qui nous peut aider à apprendre le français avec des différentes activités et avec des exercices de la grammaire, aussi des exercices audio pratiques pour la compréhension orale et pour la compréhension écrite aussi. Et ici, on peut trouver des expressions écrites. Il y a un cours en ligne pour s'inscrire. Et ici, on peut trouver exercices de conjugation et de genre de la famille. Il y a plusieurs activités ici à faire. Deuxièmement, je vous propose saber français. Saber français, bon, c'est un site web qui a un domaine de l'Argentine. Et ici, on peut cliquer, si vous êtes anglophone ou hispanophone, et il y a la possibilité de choisir la langue. Par exemple, si vous êtes hispanophone, vous cliquez sur la opción Bienvenido. Aquí podrás aprender a hablar francés rápido, es fácil, divertido. Vamos, haz clic aquí si hablas español. Si vous êtes une personne anglophone, vous cliquerez dans la partie de Welcome. Here you will learn to speak French fast. It is easy and fun. Let's go. Click here and your language is, if your language is English. Là-bas, vous trouverez des exercices de vocabulaire, des expressions, des flashcards, et exercices de lecture, de la grammaire, aussi chansons, jeux interactifs, des livres et de différentes links pour faire des exercices. Saber français et saber a la possibilité d'apprendre aussi l'italien et de l'anglais aussi. Bon, ici, c'est en partie de saber français qui nous montre un peu de vocabulaire. Et c'est le vocabulaire de français et l'espagnol. Et ici, on peut apprendre le vocabulaire aussi avec des images. Et la troisième option que je vous donne, c'est le Figaro .fr et .fr. Pourquoi le Figaro? Le Figaro, comme vous savez, c'est un journal en ligne et ce journal nous donne beaucoup d'informations nouvelles sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Et alors, il est équipé avec beaucoup de thèmes, de thèmes nouvelles. Et cette page nous donne la possibilité d'avoir ici la conjugaison du verbe. Et, par exemple, vous cliquez dans la partie conjugaison du verbe, n'importe lequel verbe, il va conjuguer dans tous les temps possibles. Le présent, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, le passé simple, le passé antérieur, le futur simple, le futur antérieur, en subjonctif aussi, en gérondif. Il donne des synonymes et des verbes qui se peuvent conjuguer de la même façon. Donc maintenant, on va faire l'activité d'application. Pour ça, on va travailler avec une carte postale. Donc, vous devez lire la carte postale
Et si vous avez des questions sur des mots que vous ne connaissez pas, vous pouvez me dire. Il faut tenir compte de tous les éléments qui nous présentent la carte postale. Donc, vous avez 3 minutes, 3 ou 10 minutes pour lire la carte postale. Francis, vous avez déjà lu? Je ne t'écoute pas, Francis. Bon, maintenant, on va lire tous ensemble les textes. Orléans, le 8 décembre. Cher Pierre, du 23 décembre au 2 janvier, nous allons faire du ski à Merivale. Julien nous prête son appartement. Nous invitons Karine, l'amie de Margot. Est-ce que tu voudrais venir avec nous? Tes amis Paul et Sylvie. Francis, est-ce que vous avez compris les messages de la carte postale? Francis, tu ne t'écoutes bien. Oui, tout c'est clair. Maintenant, oui. Bon, pour continuer avec cet exercice de lecture, on va faire une activité dans laquelle tu vas répondre aux questions en tenant compte le message de la carte. Bon, la première question que nous avons ici est qui écrit ces cartes postales? Sylvie, Selon la lecture, Sylvie. Pourquoi Sylvie, Francis? et Paul. Quelle partie du texte nous montre que Sylvie a été qui a écrit la carte? La partie tes amis, Paul et Sylvie. Tes amis Paul et Sylvie. Sylvie a écrit la signe, a écrit la signe à la fin de la carte, c'est-à-dire il a été la personne qui l'a écrite. Bon, la suivante question. Où est-ce que Paul et Sylvie habitent? Habite à Orléans. Ils habitent à Orléans. Quelle partie du texte nous montre qu'ils habitent à Orléans? La première partie, les dates. Orléans, le 8 décembre. Très bien. Bon, la suivante question. Donc, on a la suivante question. Qui reçoit ces cartes postales? Et Francis, C'est qu'est-ce que Pierre. tu penses? C'est Pierre. Pierre, on va voir. Quelle partie du texte nous montre que Pierre a reçu la Cher Pierre. Et dans cette partie, pièces détaillées. Cher Pierre. La suivante question. Où est-ce que Pierre habite? Et qu'est-ce que tu penses, Francis? Quelle est la réponse correcte? Il habite à Lille. Pourquoi tu penses que Pierre habite à Lille?
L'information de Pierre dit le code postal de l'île. Oui, très bien. Donc, la siguiente question, où vont Paul et Sylvie pour les vacances de Noël? Ils vont à Merivelle. Ils vont à Meribel. Quelle est la partie du texte qui nous montre ces réponses? Où dit nous allons faire du ski à Merivelle. À Meribel. Donc, ils vont à Meribel. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que tu penses, Francis, sur cette question? Ils vont faire du ski. Oui, quelle est la partie du texte qui montrait ça? Nous allons faire du ski. Oui, très bien. Où est-ce qu'ils vont dormir? Ils vont dormir dans un appartement. Dans un appartement. Quelle partie du texte nous montre? Et Julien nous prête son appartement. Julien nous prête son appartement. Très bien. La suivante question. Qui est-ce qui l'invite? Pierre et Karine. Oui, oui. Pierre et Karine. Où est-ce que vous trouvez ça? Où dit nous invitons Karine et Pierre, c'est l'invité principal. Oui, très bien. Et qui est Karine? L'ami de Margot. L'amie de Margot. Très bien. Quelle partie du texte nous montre ces réponses? Nous invitons Karine, l'ami de Margot. Karine est l'amie de Margot. Et finalement, quelle est la date de départ en vacances? Après, Pourquoi tu penses que c'est la réponse correcte? du 23 décembre au 2 janvier. C'est le premier jour de vacances, oui. Bon, très bien. Francis, vous avez réussi à cet exercice. Et bon, comme vous déjà vu et vous avez réussi à cet exercice, vous savez bien comprendre tous les messages de la carte postale. Bon, je vous remercie votre attention et votre disposition pour répondre à cet exercice. Merci, Francis. Au revoir. Au revoir, Francis.